Je vais commencer par me présenter. Donc, effectivement, c'est moi qui anime aujourd'hui. Donc, je suis Ismail Cherkaoui. Je suis président cofondateur d'une société qui s'appelle Hub Advisor et qui a deux activités. Une activité de conseil pour les grands comptes et une activité de formation sur l'IA pour les TPE et les PME. Et donc, pour aujourd'hui, voilà, c'est un atelier de sensibilisation. On va vraiment poser les fondamentaux. On va faire quelques démonstrations aussi pour que vous voyez concrètement comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Mais on va commencer par définir les termes. Ce n'est pas du tout un cours académique, on n'est pas à l'université, etc. N'hésitez pas aussi à m'interrompre, à me poser des questions, il faut que ça soit le plus participatif possible. Rapidement, l'intelligence artificielle, la définition, je vais la faire hyper courte. Ça se réfère à la création d'un système informatique qui est capable de réaliser des tâches que normalement l'être humain réaliserait. Donc une intelligence artificielle, c'est ça, c'est la définition, c'est un outil informatique, une technologie capable de mimer le comportement humain. Par contre, il y a un excès de langage qu'on réalise souvent, on dit l'IA, mais en fait, il faudrait dire les IA. Il y a différentes intelligences artificielles et on va décrire chacune d'entre elles et on va voir, puisqu'il y a à la fois des personnes qui viennent de sociétés assez grandes et d'autres de TPE, PME, dans quel cas on peut les utiliser. Il y a l'IA descriptive, elle va permettre de fournir des informations détaillées sur une situation précise. Elle est beaucoup utilisée notamment dans le domaine financier, donc ça va nous permettre de tout simplement compter plus vite, consolider des comptes beaucoup plus rapidement avec de l'IA descriptive. Il y a l'IA prédictive. Donc là, comme son nom l'indique, l'IA prédictive, faut imaginer une intelligence artificielle qui est capable de voir dans le futur. Elle est très utile, notamment, je vais vous donner un exemple, dans le domaine de la restauration, je vais vous expliquer comment ça peut fonctionner. Dans le domaine de la restauration, c'est critique pour un restaurateur de prévoir le nombre de couverts qu'il va avoir pour, par exemple, samedi soir, c'est la grosse journée de la semaine, il faut qu'il sache à combien de couverts qui vont arriver. Donc, par le passé, un restaurateur, pour prédire le nombre de couverts qu'il allait avoir, il allait s'appuyer sur 2-3 variables. Le nombre de couverts qu'il avait eu l'année précédente, peut-être le nombre de couverts qu'il a eu la semaine précédente, un petit peu de l'instinct, et puis derrière, il prenait sa décision. Il partait du principe, ok, cette semaine, on va avoir 45 personnes, donc il faisait les courses en conséquence, il recrutait des serveurs, des serveuses en conséquence, donc derrière, il y a une décision qui est prise. Avec le prédictif, on est en capacité de prendre en considération beaucoup plus de variables. C'est ça qui fait la différence. Donc là, il va prendre en compte l'état du trafic, typiquement, pour regarder l'affluence. Il va se dire, effectivement, en ce moment, j'ai de manière périodique beaucoup de travaux sur mon secteur, donc je vais pouvoir le mettre en corrélation, je vais pouvoir le pondérer par rapport à un forecast, à une prédiction qui va être plus générale. Il va prendre en considération la tenue d'un événement sportif à côté, potentiellement. Donc il va pouvoir prendre en compte autant de variables que possible et il va pouvoir calculer une tendance beaucoup plus fine que le simple instinct. Donc ça va lui permettre d'arriver vers un forecast, une prédiction qui va être beaucoup plus importante. Sur le prédictif, on le voit aussi beaucoup dans les paris sportifs. Donc ça, c'est aussi pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, les cotes sont calculées beaucoup avec l'intelligence artificielle prédictive. Avant, les bookmakers ils disaient telle équipe est en forme, tel joueur est absent, donc la probabilité que, j'ai n'importe quoi, le PSG batte Barcelone, elle est de temps. Mais là, on va prendre en compte énormément de variables et on va arriver à des cotes qui vont être de plus en plus fines en fait. C'est pour vous donner des exemples du prédictif. On a l'IA cognitive. Cette fois-ci, c'est une IA qui a la capacité de mimer les sens humains. Elle est capable de sentir, elle est capable de voir, elle est capable d'entendre. Elle est très utilisée notamment dans le secteur industriel, l'IA cognitive. Je vais vous donner un exemple précis. Je suis industriel, j'ai des machines qui tournent. À un moment donné, je veux prédire les pannes éventuelles. Donc pour prédire une panne éventuelle, je vais tout simplement mettre un capteur, un détecteur par exemple d'une fumée. Et dès qu'il y a cette fumée qui émane d'une machine, j'ai une alerte qui est émise, le contremaître vient sur place et on regarde directement ce qui se passe sur la machine. Ça, c'est un vrai exemple de IA cognitive. Donc elle est capable de détecter une fumée, elle est capable vraiment de sentir comme un être humain.
La quatrième qui fonctionne un petit peu avec toutes les IA précédentes que je viens de vous donner, c'est l'IA décisionnelle. Donc là, l'IA qui est en capacité de prendre une décision. Je ne sais pas si des gens ont une Tesla dans l'audience ou ont déjà conduit une Tesla, mais en fait, c'est ça l'idée. C'est vous lui confiez la responsabilité du véhicule. Donc il y a des décisions qui sont importantes puisque voilà, c'est le véhicule qui va décider de freiner. Donc elle est capable de reconnaître un objet, elle est capable de reconnaître un danger et de prendre la décision de freiner ou, à contrario, d'accélérer. L'IA décisionnelle, et c'est un petit peu malheureux, elle a énormément progressé ces dernières années à cause d'une chose. Vous savez à cause de quoi? On l'entend tout le temps. Non, pas à cause des guerres, malheureusement. Et donc, quand vous voyez en ce moment les drones, on entend beaucoup parler des drones, notamment sur le théâtre de guerre russo-ukrainien. Et ben c'est beaucoup de l'IA décisionnelle. Donc pour vous donner un exemple, donc c'est des drones qu'on va paramétrer. On va lui donner des indications, des informations. On va lui dire voilà, l'ennemi il ressemble à ça. L'ennemi il roule dans tel type de véhicule. Il a tel type de téléphone. Donc on va lui donner plusieurs informations. L'IA va reconnaître potentiellement quelque chose qui est défini comme étant l'ennemi et derrière prendre la décision de tirer potentiellement, d'abattre. Donc on le voit énormément, l'IA décisionnelle, elle a énormément progressé dans le domaine militaire, ce qui soulève, et on en reviendra, des vrais sujets éthiques en fait. Parce qu'on a vu aujourd'hui sur plusieurs théâtres de guerre des personnes qui sont retrouvées abattues, tuées alors qu'elles n'avaient rien à voir, et derrière qui prend la décision? On ne peut pas simplement dire oui mais c'est l'intelligence artificielle, derrière il y a de l'humain. Donc il y a des grosses questions d'éthique par rapport à l'IA décisionnelle. Et puis, il y a la dernière intelligence artificielle qui a fait le buzz depuis 2022, c'est l'IA générative et qui a une capacité de transformation. On aurait pu dire création, mais je préfère utiliser le terme transformation dans le sens où, grâce à un contenu source et avec une indication, un ordre qui est émis par l'humain, elle est capable de transformer un contenu A en contenu B. Donc typiquement on peut réduire un texte, je vais lui fournir un document qui est de 60 pages, on va lui demander une synthèse, donc le document source fait 60 pages et elle va le transformer en note de synthèse de 2 pages. Donc c'est vraiment une IA qui va transformer. Et je marque une pause et je me concentre sur l'IA générative. À votre avis, qu'est-ce qui fait la grande différence entre l'IA générative et les autres intelligences artificielles? J'ai l'impression que l'IA générative, c'est une composante entre le descriptif et la cognitive, un petit peu, c'est un mélange de plusieurs... Effectivement. Déjà, elle regroupe un certain nombre de... C'est vrai qu'on a du cognitif dans l'IA générative aussi. On peut avoir même du prédictif, etc. Donc, c'est un élément de différenciateur. Mais ce n'est pas le plus important. Il y en a un qui est vraiment très important. Elle produit quelque chose. Elle produit, effectivement. Et je vais vous donner la réponse. Il n'y a que des réponses justes. En réalité, c'est son accessibilité. Oui. Pour faire du décisionnel, pour faire du cognitif, pour faire du prédictif, généralement, ce n'est pas accessible aux TPE, aux PME, généralement. Donc, il faut vraiment avoir de la ressource, il faut avoir une équipe de data scientists, un set de data propre, etc., des informaticiens, des ingénieurs qui vont nous aider à travailler sur ces IA-là. Les 4 précédentes. C'est pour ça qu'en fait l'IA ce n'est pas nouveau. L'IA ça fait des années qu'elle est utilisée notamment dans le domaine industriel. Il y a beaucoup de gens qui disent non mais l'IA on n'a rien inventé, etc. Par contre ce qui a tout changé c'est l'accessibilité de la générative. Avant l'IA c'était vraiment réservé qu'aux gros. Aujourd'hui l'IA générative elle est disponible parce que avec un budget de 20, j'ai mis $20 parce que c'est comme ça qui chiffre ChatGPT, $20 par mois. On peut avoir un outil hyper puissant, on peut l'utiliser à partir quand on est une équipe d'une personne et on peut avoir un ROI en moins d'une semaine. Donc c'est très puissant. Et je vais même vous dire, pour ceux qui sont dans les TPE, les PME, on a un avantage par rapport aux grands comptes. Donc les grands comptes, ils vont dire, bon bah nous on utilise Copilot et ils s'arrêtent là. Peut-être pas dans votre société, mais en tout cas de ce que j'observe moi en clientèle chez les grands comptes, ils disent on utilise Copilot, donc très bien, ils ont le Excel, ils ont le PowerPoint qui fonctionne avec un peu de Copilot, mais ils ne vont pas s'emparer
de la transformation de l'IA et de tous les outils qui fonctionnent pour des raisons sécuritaires. Je pense qu'à un moment donné, ils vont arriver vers là, mais nous, dans les TPE-PME, on n'a pas les limites qu'eux vont pouvoir, qu'on va leur imposer dans ces grands groupes-là. Maintenant, pour être encore plus précis, dans l'IA générative encore, il y a différents types d'IA. Donc là, malheureusement, on ne voit pas hyper bien, mais après, je vais vous donner un exemple. Mais il y a la possibilité, en fait, dans l'IA générative, d'avoir ce qu'on va appeler computer vision, donc la capacité, comme vous l'avez dit, monsieur, hein, donc capacité de voir, capacité d'entendre, capacité de transformer la langue aussi. Donc la traduction, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et aussi la capacité de transformer un contenu source, qui est par exemple de la voix, vers un contenu écrit de manière hyper rapide. C'est là que je vais faire une petite démonstration pour vous montrer un peu la puissance de l'outil, comme ça vous le voyez bien et que vous réalisiez que ce n'est pas simplement que de la note écrite, mais que ça peut vraiment toucher à énormément de choses. Donc là, qui a la version payante de ChatGPT? Petite question. Copilot. Copilot, personne ne l'a. Okay. Quand on a la version payante de ChatGPT, voilà, c'est un exemple que je montre comme ça, vous réalisez le fait de transformer un contenu, puisqu'on a tous l'exemple, effectivement je mets ce texte-là et puis ChatGPT me met un autre contenu, mais là c'est quelque chose d'assez puissant. On a, là ici je vais vous montrer, on a l'application mobile. Et donc dans l'application mobile, on peut transformer de la voix à l'écrit. Et là, quand j'appuie ici, là, je fais comme un audio WhatsApp. Donc, je vais dire, voilà, imaginons, c'est la fin de la réunion, je vais dire, fais-moi un compte rendu de réunion. On remercie notamment Solène pour l'organisation. Donc, tu écris, bonjour Solène, merci beaucoup pour l'organisation. Tu trouveras la synthèse de la réunion ci-dessous. Nous avons parlé des différents types d'intelligence artificielle. Nous avons parlé de la fonctionnalité ChatGPT Voice to Text. Nous avons aussi parlé des cas d'usage et dans quel cas utiliser l'intelligence artificielle, notamment à des fins marketing et commerciales. Ajoute aussi que je suis disponible pour toute question et qu'elle peut me contacter si elle le veut. Merci. Donc voilà, ça m'a pris 37 secondes. Je l'écris là. Là, je fais la petite démo. Et là, tu l'as fait sur ChatGPT. Exactement. Par exemple, si on est sur Samsung, maintenant, tu as tout ce qui est IA qui est déjà compris en fait, sur ton téléphone avec les nouvelles versions et autres. Donc, on a exactement les mêmes résultats ou pas? Je ne l'ai pas testé sur ChatGPT. Pour moi, il est extrêmement puissant. Donc, comme j'en suis satisfait, pour tout te dire. Voilà. Et donc là, vous voyez, bonjour Solène, merci pour le... Voilà, j'ai mon email. En 37 secondes. Moi, j'ai calculé, et je me rends compte entre les réunions que j'ai, etc., par jour, j'envoie facilement une vingtaine d'emails. Donc, et ça me prenait un temps incroyable juste de rédiger un email. Et souvent, je ne formalisais pas ce que je disais. Je parlais avec un collaborateur. Il faudrait qu'on fasse comme ci, il faudrait qu'on fasse comme ça, etc. Ah ça serait génial. Ok, très bien, on sort. Il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien, il n'y a pas de next step. Donc on se perd un petit peu. Donc ça, c'est un gain de temps véritablement énorme. Donc c'était juste un peu l'effet démo aussi pour vous le montrer, vous montrer aussi un cas d'usage, mais pour vous montrer que l'IA, c'est pas simplement que texte to texte, on peut même transformer plein de choses. Là, j'aurais pu prendre une photo dans le domaine de la sécurité, typiquement, ça c'est quelque chose que j'imagine. Vous allez sur un terrain d'intervention, vous prenez une photo et vous pouvez analyser les potentiels dangers très rapidement. Donc on peut aller très très vite là-dessus, excusez-moi. Oui, c'est peut-être toujours une question, mais sur quel type de support cette transformation arrive? C'est toujours sur des courriels où on choisit Sur tout type de support. Email, moi je l'utilise, voilà, PowerPoint, ça dépend, après on peut. Vous le rentrez dans la commande, si je peux dire, vous dites, Exactement. Votre compte rendu, vous dites, vous faites le compte rendu par mail. Par mail. D'accord. Ou sinon je vais lui dire, en fait il faut toujours lui dire, et c'est hyper intéressant, en fait c'est une très bonne question. Parce que dans le sens où aujourd'hui, enfin il y a quelques temps,
pour ceux qui suivent un peu l'essor de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça change en fait cette commande-là? Pour ceux qui suivent un peu l'essor de l'intelligence artificielle, au début il y avait beaucoup de formateurs qui proposaient des prompts, la formation au prompt. Je vais vous apprendre comment prompter, etc. Et vous mettez ci, voilà le type de requête que vous dites, et il faut lui dire ci, il faut lui dire ça. Ça a été utile. Pour moi, j'ai jamais trop cru. Pour moi, la puissance de l'intelligence artificielle, c'était l'usage, pas tant le prompt. Et ils voulaient transformer ça comme du code, comme si on allait devenir un codeur en fait, un codeur informatique. Et voilà, ça c'est les codes pour faire des bons prompts, etc. Avec la voix, en fait, on se rend compte que la requête, c'est ça qui change aussi. Pourquoi c'est accessible? C'est qu'avant la requête, pour aller transformer un contenu, eh ben, on devait vraiment faire du Python, etc., faire du code. Là, avec la voix, on peut donner n'importe quelle requête, en fait. Là, donc là, j'ai donné. Vous n'avez pas dit sous quelle forme vous vouliez? Si, j'ai dit écris-moi un email de récap. Ah, pardon. Okay. Mais j'aurais très bien pu dire. Après, c'est le. Ouais. Par contre, après, c'est du copier-coller. Je vais dans l'application Outlook, etc. Mais j'aurais très bien pu lui dire fais-moi une slide, écris-moi le texte pour une slide PowerPoint, l'executive summary, et tu mets ça, etc. Et donc, lui, il va s'adapter. Il a l'information que le contenu que je vais utiliser, eh ben, son emploi, c'est ça. Et il va s'adapter. C'est pour ça qu'il est hyper intelligent. Parce que j'ai remarqué que les sous-titres sont en gras. Mais par rapport à l'inflexion de voix, il n'y avait pas de différence de ton. Mais lui, il l'a interprété en disant pour ça, ça doit être un sous-titre. Exact. Non, mais c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ça te coûte combien par mois, par exemple? Ça me coûte, moi, 20 $, mais la productivité. Mais là, juste là-dessus, genre sans aller sur d'autres trucs, après sur ChatGPT, sur les 20 $. Après, on a ce qu'on appelle les GPTs, donc les apps, on pourra aller rentrer dans le détail de ChatGPT. Moi, je suis vraiment fan, j'ai pas d'intérêt dans le ChatGPT. Mais ça fait gagner un temps incroyable, c'est incroyable. Et par rapport au différentiel français, on a quand même quelques IA français qui sont type Mistral, etc. C'est quoi la différence avec ChatGPT? Ils sont pas encore super aboutis? Il y a l'énorme différence, pendant longtemps pour moi, alors qui ai testé beaucoup Mistral, pendant longtemps Mistral pour moi était plus intelligent que ChatGPT. Quand je dis pendant longtemps, c'est jusqu'à les 6-7 derniers mois. Dans le sens où, je vais te donner un exemple, dans mon domaine, lorsque je posais des questions plutôt pointues à Mistral AI, je trouvais que c'était moins généraliste que ChatGPT. J'allais lui demander, oui, fais-moi l'état de l'art de l'architecture d'entreprise informatique dans les grands comptes. Si je posais cette question à Mistral AI et que je posais la question à ChatGPT, eh ben, Mistral AI, il allait avoir un discours plus de spécialiste que ChatGPT. Je le trouvais vraiment creux. Sauf qu'ils ont lancé la version 4.0, ils ont lancé d'autres versions encore qui vont vraiment plus loin. Et donc là, je me rends compte que même dans la capacité de ChatGPT à aller sur du spécifique, ils ont progressé. Mais ils sont encore quand même en train de se bagarrer avec Mistral. C'est pas incroyable. La différence pour moi qui est énorme, c'est que sur Mistral AI, je peux faire que du texte-to-texte. Ils ont pas encore la possibilité. Voilà, ils n'analysent pas l'image, ils n'analysent pas la voix. Et moi, dans mon usage à moi, je suis quelqu'un de plutôt plus bavard, je préfère parler qu'écrire. Donc il faut aussi se connaître, c'est intéressant de se dire voilà, comment moi je fonctionne. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans la communication orale que dans la communication écrite, et ça m'a joué des tours. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait beaucoup de réunions avec des collaborateurs, il faut faire ci, il faut faire ça, on a des discussions enflammées et il n'y a pas de trace écrite. Donc ok, maintenant je me dis bon, moi comme j'ai cette capacité sur ChatGPT de faire du voice to text, et j'utilise ChatGPT. Après, comme de plus en plus avant, ils n'avaient pas de mémoire aussi les IA génératives. Là de plus en plus il sait. Lui c'est ça, par exemple quand vous aviez dit il a mis en gras, c'est parce qu'il sait aussi que je l'ai aussi déjà corrigé, et voilà, il sait à quoi ça ressemble les emails, comment je les écris, les bullet points, etc. Il connaît mon style. Mais comment il le connaît? Mais il commence à développer une mémoire. Ah oui, et de les corriger derrière. Exactement, il se dit voilà, ça lui plaît. Avant c'était pas le cas, hein. C'est vraiment récent la mémoire. Vous ne corrigez pas ce qui arrive au début. Si. Là par exemple l'email, je peux te dire ah non, là-dessus c'est pas ça, je veux que tu rajoutes ci, je veux que tu rajoutes ça, etc. Il faut lui redonner la consigne de correction. Il faut pas hésiter à tout le temps le corriger. On peut encore, on a le droit.
Ouais, oui, oui. Oui, même Oui, par oui. écrit, on peut les retirer. Et moi, ouais, bien sûr, par écrit. Ça représente quoi, ça, comme Par écrit ou par oral, comme vous voulez. Donc par rapport à Copilot ou ChatGPT, moi j'ai vraiment des restrictions de confidentialité ou de sécurité par rapport à ChatGPT, que j'aurais moins de freins par rapport à Copilot. Est-ce que j'ai raison ou tort? C'est une excellente question, c'est un grand débat. C'est ça. C'est la même chose. Ok, Copilot versus ChatGPT. Ça dépend quelle licence on prend. Ça dépend quelle licence on prend. Sur ChatGPT, il y a 3 types de licences. Enterprise, Pro et la gratuite. On va J'ai pas envie d'alimenter. L'entraîner. On va l'aborder parce que là, après, on rentre dans les questions d'architecture. Et il y a des débats, mais on va rentrer dans les débats. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Tu as évoqué tout à l'heure que tu utilises Outlook, pourquoi ne pas utiliser Copilot qui te fera directement ton. En fait, tu vas être en réunion Teams, tu lui dis bah, envoie le mail à tout le monde, toutes les personnes qui étaient dans la réunion, avec tout le détail de ce qui s'est passé. Oui, oui, c'est possible aussi. Après, moi, je trouve que ChatGPT, il m'offre, comme voilà, je l'ai indiqué avec les GPTs, etc., il m'offre beaucoup plus de possibilités que Copilot. Donc, plutôt que d'avoir la double licence pour un copier-coller, j'ai fait vraiment le choix de ChatGPT dans mon utilisation. Okay. Mais effectivement, j'aurais pu basculer sur Copilot, mais on va rentrer dans cette conversation-là, ça fait partie des thèmes que je vais aborder. C'est une version beaucoup plus élaborée que le Siri, par exemple, dans la voiture, quand on va... Ah oui, Siri, c'est frustrant. Bon, il y a des risques aussi. Donc là, voilà, c'est magique. Voilà, on a fait le récap email, etc. C'est très bien, etc. Mais il y a quand même des risques. Et je les ai représentés par quelques images emblématiques. La première que vous connaissez peut-être, l'image du pape François qui a fait le buzz. Donc ça fait déjà 2 ans. Hein. Ça passe vite. Et donc, en résumé, c'est ce qu'on appelle un deepfake. Donc, qui a beaucoup tourné. Donc, on ne sait pas d'où c'est venu sur Twitter, un compte malveillant qui a diffusé cette photo. D'ailleurs, ça a été repris par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour incarner la décadence de l'Église, etc. Donc, c'est parti très loin, alors que l'image est fausse. Donc, il y a énormément de deepfakes. Là, c'est une vraie utilisation de l'IA générative qui est négative, dangereuse. On voit un deuxième deepfake. Je ne sais pas si d'autres sont. Voilà. Là, on l'a parce que c'était tout réseau confondu, y compris télévision. Quoi, donc, Kate Middleton. Ouais. Donc, autre deepfake. Kate Middleton. Donc, elle est sortie des radars pendant des mois et des mois. Donc, des spéculations dans la presse anglaise. Et à un moment donné, la famille royale anglaise publie une photo de Kate Middleton avec ses enfants en mode, voyez, elle est très contente, elle est avec ses enfants, etc. Elle va bien. Sauf que des médias ont analysé la photo, ils ont constaté qu'elle avait été modifiée, cette photo, au moins partiellement, pour ne pas dire totalement, avec de l'IA générative. Et donc là, ça nous interroge, parce que autant sur le deepfake du pape François, on se dit, bon, bah, c'est un tweetos obscur, on ne sait pas qui c'est, mais là, ce sont des institutions, une institution prestigieuse, la famille royale anglaise qui utilise l'IA générative pour communiquer des informations qui sont erronées. Donc ça nous alerte et ça aussi doit nous prévenir du fait aujourd'hui d'avoir un recul par rapport à l'information. Vous voyez une personne ici là avec le poing levé et avec le gilet orange. Donc c'est une personne qui est à Hollywood, c'est une photo qui a été prise en Californie et donc il y a eu une grève de plusieurs scénaristes pendant des semaines pour exiger de la sécurité sur leur contrat et le fait que l'IA générative n'allait pas les remplacer. Donc là, il y a une vraie question autour de l'emploi, autour de la peur aussi des employés à adresser. Donc en tant que dirigeant, ça c'est quelque chose à considérer. C'est de se dire déjà comment l'IA va transformer l'organisation du travail. L'IA, donc c'est Goldman Sachs qui dit l'IA va impacter 300 millions de jobs. Donc, ils ne disent pas supprimer, hein, ils disent impacter. Donc ça, je fais quand même très attention, mais il y a un vrai sujet autour de l'emploi et autour de l'accompagnement aussi des salariés sur l'IA générative, qu'est-ce que ça change pour toi, les craintes, etc., etc. Et puis, j'ai mis le logo de la Direction Générale des Finances Publiques, rassurez-vous, je ne travaille pas avec eux, il n'y a pas de contrôle à la fin de la séance.
Et tout simplement parce qu'avec mon associé, on assiste à des événements et la DGFIP nous avait expliqué qu'il voulait implémenter de l'intelligence artificielle, notamment un chatbot, pour permettre à tous les citoyens, à tous les gens qui sont imposables, de pouvoir communiquer avec le chatbot et simuler ce qu'on allait payer aux impôts. Par exemple, dire au chatbot, moi, j'ai un appartement là, je fais du Pinel, etc., pour avoir une simulation et une estimation du montant qu'on allait devoir verser. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu opaque. Très souvent, il faut payer tant, mais on n'a pas trop d'informations. Donc, c'était dans un souci de transparence qu'ils s'étaient dit, on va créer cet outil-là. Mais ils ont dû freiner, je ne sais pas s'ils vont le lancer finalement ou pas, mais aujourd'hui c'est au point mort, parce que l'IA avait ce qu'on appelle des hallucinations, dans le sens où elle allait elle donnait des réponses. Voilà. Voilà. En fait, elle ne va pas vous dire je ne sais pas. Dans bien des cas. Donc elle va vous donner des réponses qui paraissent justes, mais qui sont complètement inventées. Donc l'exemple de la DGFIP, donc c'était des personnes qui disaient moi j'ai n'importe quoi, j'ai acheté tel terrain dans telle région, c'est une région qui est sinistrée, donc est-ce que j'ai le droit à une exonération? Et l'IA disait oui, par rapport à l'article un tel, ou par rapport à telle jurisprudence, vous avez le droit à une exonération. Et en fait, elle sortait des textes de loi qui n'existaient pas. Donc ça, c'est parce qu'elle n'a pas été suffisamment domptée. Donc là, si on résume, donc on a du deepfake, donc à savoir entre guillemets de la fake news, on a de l'hallucination, on a de la menace sur l'emploi. Donc c'est pour vous dire, voilà, l'IA, elle représente aussi un certain nombre de risques. Il y en a d'autres, les risques de sécurité aussi, il y en a d'autres, et il y a des moyens aujourd'hui de les prévenir. Pour rentrer dans un petit peu plus maintenant dans les outils, on a parlé de l'IA générative, les concepts, dans quel cas on pouvait l'utiliser, les risques, etc. Et après, on va vraiment revenir sur cette question de confidentialité qui est fondamentale. Avant ça, je vais vous présenter un certain nombre d'outils qu'il est intéressant de connaître. ChatGPT, avec les GPTs, après on pourra rentrer dans les différents GPTs, comme ça on pourra faire des tests. Vous me donnerez des cas d'usage et on verra qu'est-ce qui est possible dans les GPTs de ChatGPT. Il y a la création de vidéos, notamment dans la traduction. Nous, on l'a testé puisque pour les groupes qui opèrent à l'international, vous avez besoin de créer de la vidéo en anglais, etc. Là, ou des voix en anglais pour des produits, là, ça va beaucoup plus vite, notamment avec l'outil AgeN. Pareil, il y a Generative Voice AI, Eleven Labs, qui va nous permettre de jouer aussi sur la voix. On peut synthétiser du texte, ChatDoc. Donc là, typiquement, je vais envoyer, pour ceux qui répondent à des appels d'offres, ça peut être intéressant. Vous recevez des appels d'offres, 60 pages, etc. Vous ne savez pas sur quoi vous devez vous concentrer. Vous pouvez analyser rapidement un appel d'offres, dire c'est ça les critères différenciants. On gagne du temps. Pour les développeurs, on a GitHub Copilot qui est incroyable. Donc on peut générer du code beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de développeurs. Et j'insiste vraiment bien sur ce point. Il faut toujours quand même une personne qui a la compétence pour piloter l'outil, parce que sinon le code que vous allez obtenir, si vous n'avez aucune compétence en code, il va être de très mauvaise qualité. Donc on a besoin de ce contrôle-là, mais aujourd'hui on peut coder beaucoup plus rapidement. Et de manière générale, dans beaucoup d'entreprises, on voit qu'il y a moins de développeurs. Le métier de développeur était un métier qui avait vraiment le vent en poupe ces dernières années. On aura besoin quantitativement peut-être de moins de développeurs, c'est possible. C'est une tendance qu'on commence à voir. Moi, je le vois beaucoup dans le monde de l'IT. On a après des outils spécifiques. Donc, on a des outils aujourd'hui d'IA générative qui sont spécialisés dans le voyage. On va leur dire je vais à Istanbul dans 2 semaines. J'aime plutôt la culture, j'aime le tel type de nourriture, j'aime bien, je m'intéresse à telle période, etc. Quel est l'itinéraire que tu me recommandes? Donc là, on a la possibilité d'avoir un itinéraire hyper personnalisé. Pareil,
pour les recettes de cuisine. Donc là, on voit des IA aujourd'hui, on prend une photo du frigo, on dit voilà, j'ai pas trop d'idées, qu'est-ce que... on prend une photo du frigo, on prend une photo du frigo, on dit voilà, j'ai tels ingrédients, qu'est-ce que tu me recommandes, etc. Moi, je l'ai utilisé pour une blanquette de veau récemment, parce que j'ai tout préparé. Et puis au moment de mettre les champignons, je me suis rendu compte que j'en avais plus, alors j'étais sûr d'en avoir, impossible de sortir. Et je lui ai dit, j'ai plus de champignons, par quoi je le remplace? Donc là, c'est dur. Et il m'a recommandé d'utiliser du poireau à la place. Et c'était hyper bon. Franchement, c'est pas pour me vanter, mais c'était très bon. J'en avais. Non, dans la liste, je lui ai dit, je lui ai dit recette blanquette de veau. Et à la fin, je lui ai dit, bon, j'ai pas de champignons. Qu'est-ce que tu me recommandes pour remplacer le champignon? Et il m'a dit, il faut que tu ramènes une petite touche quand même d'acidité, etc. Donc, pourquoi pas du poireau? Et c'était bon. Mais ça c'est des... Ça découle de quoi? Ça vient d'où? En résumé, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, ChatGPT, comment il fait pour générer comment il fait pour générer du contenu? En fait, ChatGPT, il va sourcer énormément de bases de données. Donc, il va puiser de l'information qui est disponible sur le net et il va derrière taper dans ces ressources-là pour vous donner un contenu. Ouais. Voilà, typiquement. C'était pas ça. C'était la petite ligne foodeye.app, là, ça vient de ChatGPT. En fait, j'étais en train de vous répondre. Donc, ChatGPT, il est généraliste. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des outils, ils se disent, et donc c'est pour ça qu'ils donnent des réponses qui des fois ne sont pas ultra spécifiques. Donc aujourd'hui, pour se différencier, il y a des sociétés qui vont s'appuyer sur la technologie de ChatGPT, parfois, des fois c'est d'autres technologies, peu importe, mais eux, ils vont puiser dans des bases de données beaucoup plus spécifiques. Donc là, typiquement, Foodeye, ils vont taper que dans la base de données spécifique à recettes de cuisine partout dans le monde, et c'est ça qui va rendre l'outil plus fin qu'un ChatGPT. Voilà. Ça, c'est payant, ces applis-là. C'est payant, la plupart du temps, c'est payant. Il y a toujours une petite version gratuite, mais quand on veut... Après, Foodeye, etc., non, je pense que les applications B2C, généralement, c'est gratuit, mais vous payez quelque part, c'est payant, vous payez vos données personnelles. C'est ça, le coût caché. Mais les outils B2B, généralement, très rapidement, on vous donne une petite version gratuite, puis vous êtes frustré, à un moment donné, on vous dit qu'il faut payer. Par contre, c'est rarement très cher. Moi, je vois très peu d'outils d'IA générative où c'est plus de 20 € par mois. Ouais. Le plus cher, c'est 20 € par mois. Généralement, ils vous disent c'est 12, 15. Ouais. Donc, c'est très souvent plutôt attractif. Moi, j'ai une question. Il y a aussi un risque qu'on n'a pas évoqué, mais le fait de réfléchir. Là, par exemple, tu l'as dit toi-même, tu es en train de faire ta recette. Au lieu de réfléchir à ce que toi-même tu pourrais rajouter, tu vas demander à un outil de te dire ce que complètement. Moi, je ne suis pas dans le domaine de l'enseignement, mais j'ai des amis qui sont dans le domaine de l'enseignement. On n'a pas aujourd'hui les risques, mais ils me disent effectivement, on a développé potentiellement, entre guillemets, des monstres avec les nouveaux étudiants, dans le sens où ils pensent tout savoir. Parce qu'ils ont accès à l'information, etc. Donc ils challenge, mais en fait, derrière, c'est assez creux. Très concret, je vous en prie. Dans notre génération, okay. On est bouillés, et après il y a eu la calculatrice et l'ordinateur. Donc en gros, au niveau mathématique, ça calcule tout seul. Par rapport à avant, on est obligé de poser sur le papier. Exactement. Donc là, on est un peu, je pense, et en plus, c'est beaucoup plus puissant et ça concerne tous les domaines l'IA. Et c'est là où c'est monstrueux. En tout cas, c'est une grosse question. Là, c'est pas le but, mais il y a des philosophes qui disent voilà, c'est une révolution pour l'humanité, dans le sens où Pardon ? Non, ils vont encore plus loin que. Surtout. C'est un accès à l'information. Là, c'est. Exact. Ouais. Et il prend des décisions.
À un moment donné, quand l'exemple militaire, pour moi, quand on parle voilà, des questions d'éthique et de civilisation, quand à un moment donné, on va paramétrer un robot pour dire, mais en fait, ça c'est l'ennemi, c'est ça, c'est caractéristique, et que le robot prenne la décision d'enlever une vie humaine, on est dans un truc, je veux dire là, on est dans un autre, ouais, on est dans un autre modèle de civilisation, dans le sens, c'est un robot qui prend la décision d'ôter une vie. Juste ça en fait. Maintenant qu'on l'a peut-être normalisé, mais c'est juste dingue. Donc là, le point que tu soulèves, effectivement, c'est une vraie question. Aujourd'hui, le balayer d'un revers de main et dire ok non, on s'en soucie pas, etc. C'est pas vrai. Et je reste aussi quand tu parles de ça dans un sujet plus terre à terre. Il y a les développeurs qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience qui nous expliquent, je déjeunais avec un récemment, il disait mais en fait ceux qui sortent d'école, ils savent faire que du GitHub Copilot, etc. Mais sur des trucs très spécifiques, ben, ils ont plus les bases. Donc pour aller sur du développement fin, etc. Ok, mais une fois qu'on sort du carcan, du cadre, ils sont complètement perdus. Alors que des fois, pour aller sur quelque chose d'assez fin, on a besoin d'avoir ce que je vais appeler des fondamentaux. Bah oui. Mais comme aujourd'hui, ils se sont formés sur du GitHub, etc., les fondamentaux, ils les ont même pas en fait. Et donc ça soulève plein de questions. C'est là aussi où, ça c'est une conviction profonde, l'IA sans expertise métier, donc moi c'est ce que je dis tout le temps, ce n'est rien. Par exemple, voilà, vous êtes spécialiste de la relation publique, si j'ai bien compris. Donc demain, ok, j'ai des outils de chat GPT, je peux dire, bon ben, fais-moi un communiqué de presse. Ok, il va me générer un communiqué de presse. Mais si j'ai pas le regard de quelqu'un voilà, qui a l'expérience du communiqué de presse et qui dit voilà, c'est ça les termes qu'il faut utiliser, à tel moment il faut le publier. Ok, ouais, l'IA me fait de la relation de presse, mais ça n'aura pas la même qualité qu'une personne dont c'est le métier. Il faut vraiment le garder. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Dans le sens où il faut savoir, quand il va l'avoir, il faut l'utiliser. Alors, je vais vous dire qui est en danger. C'est la personne de la relation de presse qui n'utilise pas l'IA. Elle est en danger. Voilà. Elle va utiliser l'IA. Et en l'utilisant, on sait pertinemment qu'on lui donne en fait les moyens demain après-demain de prendre le pouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est que le patron qui a, on va dire, les moyens d'avoir une personne à la relation de presse, il peut se dire, allez, demain, on enlève et on met un junior ou je sais pas, une alternante et elle nous fait du chat GPT, les communiqués de presse, etc. Il est à risque. C'est ça que je veux dire. On va loin. Dans le sens où c'est pas que ça, le métier. Il faut penser d'autres choses, etc. Et peut-être que la relation de presse, ça sera peut-être passer moins de temps sur le communiqué de presse et faire autre chose. Appeler, je sais pas, des journalistes, faire du lobbying, je sais pas. Je connais pas le métier, je suis pas expert. Mais ça transforme le métier. Mais il faut avoir un background sur cette discipline-là pour pouvoir utiliser l'IA. Si quelqu'un ne connaît rien à la relation de presse, il utilise l'IA, ok, il va faire des choses, mais il va faire des choses qui sont assez bateau entre guillemets. Et aujourd'hui, il n'y a pas aussi un problème sur les enjeux où en fait tu as une multiplication justement des IA génératives à la fois sur la partie effectivement ChatGPT, sur la partie aussi les nouveaux Google type Proximity et autres, et en fait savoir les utiliser à la fois et utiliser les deux ensemble ou les 45 ensemble, et c'est là où en fait on perd tout le gain de temps qu'on aurait pu avoir, c'est-à-dire qu'on a 150 onglets ouverts. Ouais. Pour arriver à un seul et même truc, est-ce que finalement il n'y a pas aussi une problématique là-dessus où en fait maintenant on ne sait même plus quelle IA choisir, il y en a 150 aujourd'hui, on ne sait pas lesquelles sont les meilleures, en tout cas les premières. On a ChatGPT, on a Proximity, Why Not, on a effectivement ceux qui sont sur nos Teams, etc., qui sont quasiment donnés par Microsoft et le reste, mais en fait finalement il y en a 150 autres qu'on connaît à peine. C'est un gros sujet, c'est une très bonne question. Moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un dessin d'un développeur qui dit avant, je mettais 6 heures pour développer du code. Aujourd'hui, je mets 10 minutes pour développer du code, mais je mets toujours 6 heures pour débunker le code qu'il m'a donné. Tu vois, donc ouais, il y a une vraie réflexion de se dire,
le ROI en fait de l'intelligence artificielle, il faut se discipliner aussi dans le sens, il faut prendre des réflexes et après tu gagnes en productivité. Moi aussi j'étais comme ça avant, dans le sens j'avais plein de fenêtres ouvertes, mais après quand tu as testé plein d'outils, tu retrouves quand même, tu sais quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, quel outil est vraiment viable, quel outil me plaît, etc. Et après tu gagnes du temps. Tu vas en avoir tous les 6 mois, tu en as un qui va développer, tu parlais du ChatGPT 4.0, demain on va avoir le 5 en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on choisit en fait? C'est ça la problématique aussi, c'est que maintenant la technologie ça va si vite qu'en fait tu dis bon, j'étais sur la première partie, bah, du coup dans 6 mois j'ai l'autre, est-ce que je garde celle que je connais et je m'adapte avec celle-là et j'abandonne l'autre parce que ça va me coûter plus cher ou parce que ça me demandera encore plus de réflexion parce qu'il va falloir que je m'adapte? Je comprends. Est-ce qu'on garde là-dessus? En fait là il y a des évolutions. Il faut faire la différence entre évolution et révolution. Quand on est passé de rien à ChatGPT, c'est une révolution. Il faut savoir être dans cette révolution. Et moi, si quelqu'un me dit aujourd'hui ouais, ChatGPT ou n'importe quel outil d'IA générative, dans ma société on ne l'utilise pas, je vais être inquiet pour eux en fait. Je vais me dire waouh, là ils ratent un truc. Si demain dans une société il y a quelqu'un qui me dit ah nous on est sur ChatGPT 4.0, on n'a pas utilisé le 5.0, bon, ok, vous l'avez raté l'évolution, mais c'est pas grave. Voilà, là il y a plein de choses et il y a plein de gens, il y a plein de buzz, il faut faire attention aux buzz. Il y a énormément de gens sur LinkedIn aussi, ils vont toutes les 2 semaines ils vont dire waouh c'est une révolution, lancement de... Et quand on creuse, on se rend compte ouais c'est pas une révolution, ouais c'est dans du software, donc il y a toujours de l'upgrade, il y a toujours de l'évolution, du progrès. Mais voilà, si je passe du iPhone 12 au iPhone 13, Apple, ils vont me le vendre comme étant une révolution de dingue. Le portable, ça a été une révolution. Par contre, le smartphone, c'est une révolution. De l'iPhone 12 à l'iPhone 13, oui, c'est une évolution. Mais c'est pas parce que je suis sur iPhone 12 et pas sur iPhone 18, je crois que maintenant on est sur l'iPhone 18, je crois maintenant. J'ai vu une nouvelle version, mais moi j'ai l'iPhone 13, j'ai pas le dernier iPhone, mais j'en suis. Ouais. Donc c'est un peu la même idée. Donc il n'y a pas d'IA qui va nous aider à choisir la meilleure IA. C'est une très bonne question à poser. Et après, sur ce sujet de l'IA, et après, il y a des sensibilités. Il y en a qui aiment bien telle IA, il y en a qui aiment... Il faut vraiment tester. Moi, j'appelle vraiment au test. Et après, vous décidez. On revient donc, pour résumer, il y a des opportunités, il y a des risques, il y a des enjeux. C'est un petit peu tout ce qu'on a balayé, donc je ne vais pas le redire ici. Et là, on va rentrer sur... les questions, notamment autour de copilote et de la confidentialité, on va rentrer là-dedans. C'est ça le choix. Ok. En résumé, cette slide-là, elle va montrer 3 différents types de modèles par rapport à l'intelligence artificielle. Le premier modèle, c'est ce qu'on va appeler l'IA grand public. Et pour vous l'expliquer, je vais vous donner un exemple. Donc, on va imaginer que je suis un peintre. D'accord? Et donc, moi, je réalise des tableaux par rapport... je réalise des tableaux, tout simplement. Et là, j'ai envie de réaliser un tableau d'un homme qui marche dans le désert. Si je mets ce prompt-là, cette requête-là dans de l'IA grand public, par exemple dans ChatGPT, version gratuite, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le tableau, ChatGPT va me donner l'image d'un homme qui marche dans le désert, mais ça n'a aucun rapport avec mon œuvre, avec ce que j'aime, avec ma sensibilité, avec voilà, ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc dans l'IA grand public, notamment ChatGPT gratuit, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire « Réalise-moi ce tableau en t'inspirant de mes réalisations précédentes. » Et je vais lui donner potentiellement 20 tableaux que j'ai déjà réalisés, la photo de 20 tableaux que j'ai déjà réalisés. C'est un exemple fictif, mais pour que vous réalisiez. En fait, dans l'IA grand public, ma propriété intellectuelle, ce que je viens de lui donner, on ne sait pas ce que l'outil en fait. C'est hyper dangereux. Donc c'est pour vous donner ça. Donc moi, j'ai réalisé des tableaux, c'est ma propriété intellectuelle, j'ai passé du temps dessus, etc. Et au final,
c'est récupéré par un outil d'IA grand public, par ChatGPT. Peut-être qu'ils vont le réutiliser, peut-être qu'ils ne vont pas le réutiliser, peut-être qu'il y a mes concurrents qui vont accéder à ça. Donc c'est hyper dangereux, donc je ne peux pas me permettre de communiquer de la donnée confidentielle dans l'outil. C'est ce que je veux représenter en fait ici. C'est pour ça que y a la deuxième possibilité, c'est d'être dans un RAG, donc c'est pas dans l'IA grand public, c'est d'être dans quelque chose de plus sécurisé, où là, pareil, je suis dans l'exemple, réalise-moi le tableau d'un homme qui marche dans le désert, je vais lui donner 20 tableaux que j'ai déjà réalisés. Par contre, dans l'univers RAG, j'ai la garantie que les 20 tableaux que j'ai réalisés, ma création est sécurisée. Et que personne ne va récupérer ces 20 tableaux. C'est ça la garantie que j'ai. Il y en a qui considèrent que ça c'est la promesse par exemple de ChatGPT payant. C'est aussi pour ça que vous payez. C'est que quand dans les conditions d'achat, quand vous achetez, vous souscrivez à la licence, il vous donne voilà, tout le contenu que vous avez donné dans ChatGPT va rester dans ChatGPT. En résumé, on va pas le communiquer. Alors que dans la version gratuite, ils ne vous disent pas ça. Donc là, on a mes 20 tableaux. Mes 20 tableaux, ils sont sécurisés. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai donné la donnée source. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui travaille, qui s'inspire de ma donnée source, de ma donnée privée, et qui derrière transforme et donne un résultat. Dans le RAG, le résultat, lui, donc le produit transformé, n'est pas protégé. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Donc il y a encore une dimension risque. Ça veut dire que moi, j'ai donné de la donnée confidentielle. Cette donnée est transformée, mais le résultat de cette transformation, lui, est accessible quasiment à tout le monde. Donc je suis juste ceinture. Je ne suis pas encore ceinture et bretelle. Dans le LLM privé, qui est le dernier étage, et bien là, j'ai la garantie que je mets mes données, que l'IA, l'outil, va le transformer, et derrière, le résultat, lui aussi, est protégé. Et donc là, c'est un peu la promesse de Copilot. Copilot, c'est un peu leur et après, voilà, mais en tout cas, dans les gens, en fait, les sociétés, les informaticiens qui vous disent on a mis Copilot, c'est parce qu'ils vont vous dire oui, mais entre guillemets, on met Copilot parce que toutes les données qu'on va injecter dans Copilot, elles vont être sécurisées, puis potentiellement le résultat aussi, il va être sécurisé. C'est ça la motivation, la raison d'être et la raison qui fait que beaucoup de sociétés basculent sur Copilot, c'est cette question de confidentialité. Et c'est pour ça que je dis, nous, les TPE, les PME, on est moins empêtrés dedans. En fait, sur la partie LLM privée, là on rentre un peu plus dans le détail, c'est la question de l'architecture. De se dire, bon, à quel moment on va faire rentrer cette donnée-là, typiquement elle est dans tel hébergement, elle est hébergée, la donnée elle est hébergée là-dedans, et derrière il faut visualiser l'architecture qu'on va mettre en place. On va dire, bon, par rapport à cette donnée qui n'est pas une donnée hyper confidentielle, on n'a pas besoin d'avoir tout en mode copilote, etc. On peut utiliser potentiellement du chat GPT là et avoir plein d'outils d'IA différents selon l'usage, selon la sensibilité de la donnée, etc. Mais donc là, ça va demander une certaine finesse d'architecture que beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas. Donc eux, ils se disent, bon, on va préférer brider les gens. Peut-être qu'on va avoir des insatisfaits ou peut-être qu'on ne va pas prendre le tournant de la transformation. Mais en faisant ça, au moins, on a plus de sécurité. Donc c'est une vision parce que c'est aussi des technologies qui changent. Ce n'est pas facile aujourd'hui de savoir. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle LangChain qui peut faire communiquer plein d'IA les unes avec les autres. Il y en a qui ne les connaissent pas encore. La maturité est faible. Donc ils se disent, allez hop, on va jouer sécure. Alors moi, vraiment, pratico-pratique, comment on fait pour dire RAG, LLM privé? Comment on fait pour passer du grand public au LLM privé? Là, le grand public, on ne paye pas, ok, mais entre les deux, là, il y a une option sur ChatGPT. En résumé, ouais, donc sur ChatGPT, si on reste que ChatGPT, on peut le considérer comme payant, on peut le considérer comme un RAG, dans leur promesse. Okay. Je dis bien dans leur promesse. Dans leur promesse. Parce que c'est juste on clique, mais on n'est pas sûr. Ouais. Mais bon, dans leur promesse, etc., c'est le cas. Maintenant, comment on fait? Plus on va aller sur du LLM privé,
plus on va utiliser des outils propriétaires, Copilot, etc., dans de la licence, des trucs qui sont potentiellement chers, et plus on a besoin aussi de savoir-faire technique. Une société qui n'a pas d'informaticien de haut niveau, elle va pas elle peut pas basculer du grand public au RAG et surtout du RAG au LLM privé. Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'aime pas les acronymes. Retributed Augmented Generated. Okay. Je sais pas si ça vous aide, mais en résumé, voilà. En résumé, ça veut dire que la data qui va être générée dans le RAG, elle vient d'une source. Non, justement, d'une source qui est personnelle. C'est pas grand public, ça vient pas de. Elle va taper, entre guillemets, on va générer un contenu en tapant dans la base de données que vous allez fournir. C'est ça le point. Mais plus on va aller dans le LLM privé, plus on va avoir besoin de capacités ou plutôt de compétences en data, en qualité de la donnée, en architecture, en cybersécurité, etc. Pour une PME et TPE, alors c'est pas accessible alors? Le LLM privé, non. À moins que ça soit une PME dans la tech. Dans la tech. Mais non. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça. Pour une TPE, PME. Ça veut dire qu'il faut se dire quelles sont les données qui sont sensibles de mon organisation, vraiment, que je ne peux pas me permettre de mettre dans ChatGPT. Donc on va éviter de mettre des données personnelles avec le nom, le prénom, la date de naissance de nos salariés. Ça, on va éviter quand même de le mettre. Ça, c'est des données qu'on va pas mettre. Si vous êtes une société qui a des secrets industriels, je ne mettrai pas du tout mes secrets industriels. Je ne vais pas travailler mes recettes de produits ou quoi que ce soit. Mon innovation sans anonymiser un minimum sur ChatGPT. Je vais éviter de le mettre. Donc la donnée sensible salarié, la donnée sensible sur mes produits, peut-être que mes prix aussi, je ne vais pas les mettre, je ne vais pas les communiquer. Donc voilà, il y a un certain nombre de données que je ne vais pas communiquer. Je suis TPE, je suis PME, je suis même grand compte. Par contre, le reste, j'ai pas beaucoup de freins en fait. Notamment sur le cas d'usage marketing et commercial. Dans tous les cas, tout le contenu qu'on va créer pour faire du marketing, pour faire du commerce, il a vocation à se retrouver sur le domaine public. Moi, je fais du marketing pour publier ensuite sur les réseaux sociaux. Donc ça va se retrouver dans le domaine public. Donc pourquoi ne pas le mettre directement dans des outils d'IA générative? Ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'un des cas d'usage les plus rapides sur lesquels utiliser l'IA générative, c'est le domaine de la croissance, du growth. Growth, c'est la multiplication entre le marketing et le commerce. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans la TPE-PME, il faut fusionner les deux. Aujourd'hui, historiquement, c'est deux silos qui fonctionnent parfois séparément. Mais là, le point, c'est de dire on va réussir à fusionner le marketing et le commerce. Et là-dessus, l'IA générative a un gros rôle à jouer. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans la suite. À moins que vous ayez des questions là-dessus encore, ou c'est clair? Moi, c'est juste par rapport à l'électricité, pourquoi on ne peut pas le faire passer sur une PME et... Non, je dis juste... Aujourd'hui, si on a Copilot protège nos données et surtout, si on le paye, il ne s'entraîne pas et on a une confidentialité de nos données. De cette manière-là, on a quand même la possibilité de le mettre dans les PME et de pouvoir l'utiliser, que ce soit pour de l'analyse de données, analyse de documents ou autre. Je suis d'accord. Tu me dis le contraire. Non, je te dis dans cette définition de LLM privé que j'avais moi, c'était aussi le fait de créer son propre LLM avec ses propres, tu vois, avec Llama, etc. Voilà. Exactement, dans cette définition-là. Okay. Donc, en fait, à l'aide de Copilot, ça peut, on peut arriver là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Okay. Mais dans tous les cas, faut payer. Ouais, c'est par licence un peu. C'est voilà, ça peut et ça dépend quelle version de. C'est 20 et après c'est 50. Et ça c'est 20 plus 30 donc ça fait 50. Et ça dépend quelle version c'est.
Non, c'est 28, je crois, par licence. Ah bah moi c'était 20 plus 30, donc 50. Ça dépend ce que vous... Dollars. Ouais, dollars. Dollars, pardon. Excusez-moi. Faut payer et t'as pas, ça dépend de la version que tu utilises, et t'as pas, et c'est aussi par rapport à ça que je dis ça, t'as pas l'éventail de solutions là, tout ça, sur Copilot. Je fais pas du Copilot bashing, hein, mais c'était quand même limité, tu vois, dans l'environnement Copilot. Il y a, tu vois, le voice to text que j'ai fait, je sais pas si tu étais là tout à l'heure quand j'ai fait le voice to text. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux pas faire dans Copilot. Cette partie, je crois qu'elle est vraiment gratuite à partir d'une licence Microsoft. Pardon? Ouais. Laquelle, la voice to text? La voice to text, non, tu peux l'utiliser d'une certaine... En fait, tu as Copilot, en fait, tu te connectes avec Copilot Entreprise. Ok. Sans avoir Copilot, avec ta licence Microsoft, que ce soit Premium ou Standard, enfin, peu importe la licence. C'est en web et si tu vas, tu mets ton vocal et il te met un texte. Mais ça n'a pas la même, je l'ai testé, ça n'a pas la même puissance que le chat GPT. J'ai jamais testé. Ah bah tu feras le test. Ouais. Moi en fait on a Copilot, on a Mistral parce qu'on fait de la chat GPT, c'est pour moi c'est pas la même, ils boxent pas dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Copilot, on peut faire des trucs, c'est plus sécurisé. La personne qui me dit, moi, l'utilisation de Copilot par rapport à tout l'éventail ChatGPT, Fireflies, Gamma App, tous les trucs que je peux vous présenter, c'est pareil. Je lui dis non, je suis désolé, non, c'est pas le cas. Mais on peut mettre le pied à l'étrier, mais c'est frustrant. Et ce que je vois chez les usagers, ils nous disent très souvent, bah là, c'est cool. Ils nous disent très souvent, et Copilot, c'est frustrant. On est dans l'environnement Copilot, mais il y a plein de trucs qu'on voit qu'on peut faire dans l'environnement privé, qu'on n'arrive pas à faire dans l'environnement professionnel. On va basculer. Donc, comme je vous ai dit, on peut faire de l'IA rapidement, notamment dans le domaine commercial et dans le domaine marketing. Le point, par contre, et donc là, nous, rapidement, hein, on a une formation dédiée sur le sujet. Ce qu'on voit dans la formation, c'est quand on a de la compétence commerciale, marketing, couplée à de l'expertise sur l'IA, on peut aller très très loin. Donc dans la formation, on parle de construire la stratégie commerciale, de construire ses personas, d'acquérir une proposition de valeur gagnante par rapport à ces personas. Donc ça, c'est très marketing. Là, la première... les deux sujets que je viens d'évoquer sont extrêmement marketing. On peut exceller dans la prospection commerciale, on peut exceller dans l'échange client, etc. Donc ça, c'est une formation complète. On ne va pas tout aborder, mais je vais juste vous donner un exemple sur comment on peut utiliser l'IA pour développer ses ventes et développer notamment son marketing. On va commencer par une définition, comme ça va être plus clair pour vous. C'est la définition d'une vente. Au bout, l'objectif de toute entreprise, quasiment, sauf les entreprises à but non lucratif ou dans l'administration publique, c'est de développer le chiffre d'affaires. Et donc pour développer le chiffre d'affaires, il faut faire des ventes. Et donc pour faire des ventes, il faut savoir ce que c'est. Et donc moi, j'ai repris une formule mathématique, c'est pas moi qui l'ai inventée. Donc j'ai suivi des formations, notamment dans mon ancienne entreprise, une entreprise américaine qui s'appelle Gartner aux États-Unis, où ils ont une approche très scientifique de la vente. Et pour eux, ils disent la vente, c'est des maths. Et c'est une formule mathématique. La formule, c'est la suivante. Vision match fois power fois plan égale un deal. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. À votre avis, vision match, c'est quoi? Parce que ça peut paraître assez... Ok. Je vais vous le donner, comme ça, on va gagner du temps. La vision match, la certitude par le client que votre produit ou service peut lui être bénéfique. Voilà, vous l'avez approché, il a entendu parler de votre marque et il se dit ok, d'accord, cette marque-là, elle peut vraiment m'aider. Donc ça, c'est primordial. Pour faire qu'il y ait une vente, il faut que le prospect il se dise ouais, ce produit-là, il va changer quelque chose pour moi. En fait, c'est extrêmement simple, c'est basique, hein, tout ce qu'on va présenter, mais c'est bien de revenir sur les fondamentaux. Donc ça, c'est la première chose. La certitude par le client que votre produit peut lui être bénéfique. Ensuite, on a la partie power, c'est être en lien avec un décideur, capable de signer la proposition. Si on n'a pas accès au pouvoir,
ce qui va se passer, c'est que on va parler avec quelqu'un, il va nous dire votre produit il est génial, votre proposition elle est top, mais il n'y a rien qui signe derrière. Et puis après, il y a la partie plan. Donc la partie plan, c'est le calendrier qu'on va établir avec le client pour permettre d'aboutir à une signature. Ok, on a fait un premier rendez-vous, quelle est la next step? Moi je vous propose ça, je vous propose une visite de votre entreprise, on va mettre en place l'outil, on va faire ci, on va faire ça. Bref, il faut qu'il y ait un cycle de vente. C'est très rare qu'on ait des ventes one shot. Généralement, il y a plusieurs rendez-vous, notamment dans le B2B. Donc il faut connaître ce cycle-là et identifier comment on peut arriver à passer d'une étape à une autre. C'est l'idée de journey. Journey, c'est un parcours. Donc, comment j'arrive à emmener le prospect de A à Z. Et donc, l'IA et le no-code, parce qu'on parle d'IA, mais il faut aussi parler de no-code. Le no-code, c'est… Je te laisse. Vas-y, vas-y, c'est intéressant. Ça me permet de voir. Disons que il y a le code simple pour le développeur. Et pour moi, le no-code, c'est, on va dire, l'utilisation d'un outil qui permet en fait de faire par exemple un site internet comme… Pour moi, je considère WordPress comme un no-code un peu avec Elementor. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Il n'y a pas de code. C'est l'utilisation d'un outil qui permet en fait d'éviter de taper des lignes de code et de vouloir faire comme un développeur, mais bon, c'est pas assez précis. Exactement, c'est une très bonne définition. Aujourd'hui, il y a des le no-code, c'est comme voilà, mais je prenais juste un petit verre d'eau. Le no-code, qu'est-ce que c'est en résumé? C'est des applications que vous n'êtes pas du monde de l'informatique, mais vous pouvez utiliser sans avoir un développeur avec vous. L'exemple que vient de donner monsieur est hyper intéressant. Avant un site internet, il fallait avoir un développeur, sinon on n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a des applications où vous pouvez vite paramétrer votre site internet sans aide technique. Même de l'automatisation. Et l'IA et le no-code, donc les deux, ça peut nous être bénéfique sur chacun des points pour développer les votes, pour développer la vision match, le power, le plan. On va se concentrer sur la vision match. La vision match, c'est comment on arrive au fait que le client se dise le produit de la telle société, il est hyper bénéfique, etc. Comment on arrive à ce résultat-là? Il faut définir la proposition de valeur, le différenciateur, il faut construire sa marque, il faut avoir ce qu'on va appeler des landing pages. Des landing pages potentiellement quand on fait du développement commercial, c'est on va orienter le client vers un type de message, un type de contenu pour l'emmener dans un univers. Il faut créer du contenu. Aujourd'hui, on se rend compte que, surtout dans les TPE-PME, moi, si je suis une marque, si je suis Accenture, je peux dire à mes commerciaux, tu prends le téléphone, tu dis bonjour, c'est Accenture, tu vas avoir des rendez-vous. Si je dis à mes commerciaux, tu prends le téléphone, tu dis bonjour, c'est HubAdvisor, non, on n'a pas de rendez-vous en fait. Donc il faut créer du contenu, il faut créer des articles, des livres blancs, il faut créer de la vidéo, il faut créer des choses pour se faire connaître, se positionner comme étant un expert sur un sujet et derrière générer du lead. Donc tout ça, ça prend du temps, ça prend de la ressource et c'était pas évident et généralement c'était le monopole des gros parce que les gros ils ont les équipes marketing, commerciales qui vont bien et dans la TPE-PME c'est un petit peu moins le cas. Et même chez les gros, très rapidement ils avaient aussi des limites techniques, ils faisaient appel à des agences et il y a beaucoup d'agences qui pour le coup dans mes formations, les agences, parfois elles sont un peu challengées dans le sens où moi j'ai vu des agences qui proposaient de la maintenance de site internet ou un peu de référencement. Des fois ils prennent 800-900 € par mois. Ils font pas grand chose. Des fois c'est plus, mais ils font pas grand chose. Et aujourd'hui avec l'IA, ça justifie pas de faire si peu. Donc une société, elle a besoin toujours d'asseoir son contenu, son branding et de créer aussi des parcours clients qui vont être extrêmement personnalisés. Merci beaucoup. On va partir d'un principe. Vous venez de me recruter en tant que commercial dans votre société. Je suis ravie déjà. Je suis super contente. Donc je suis commercial dans votre société et puis j'arrive et puis j'ai un portefeuille
je fais ma formation et je me dis mais en fait on peut vendre à des garages, on peut vendre à des municipalités, on peut vendre à des industriels, à des gens du bâtiment. On adresse énormément d'industries qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui potentiellement n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes problématiques, pas les mêmes enjeux. Donc moi je suis commercial notamment pour les... et je veux développer, je ne suis pas dans la practice automobile, je suis dans l'autre, on vend à tout le monde. Et puis je veux vendre la solution de traitement de l'eau, donc je vais cibler les municipalités. C'est un exemple. Et donc, comment ça fonctionne? Quand on est commercial, on a généralement pour obtenir des rendez-vous peu de leviers. Un des leviers, c'est de faire un peu de mailing, simplement pour que les gens ouvrent l'email. C'est même pas pour qu'ils répondent à l'email, puisque plus personne répond à l'email. Donc, on va faire un peu de mailing, on va prendre le téléphone et on va essayer de prendre des rendez-vous pour tout simplement développer son pipeline. Le problème quand je suis commercial, bon, c'est un groupe connu, il y a une marque, donc peut-être que vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais si je contacte des municipalités sur un produit, ils ne connaissent pas forcément le groupe Chimérec, dans mon email, dans mon mailing, je les dirige vers ça. Eux, donc là, je me mets à la place de la personne dans la municipalité, dans le secteur public. Il reçoit ça, il voit toujours plus de services hydrocurage de vos installations, il ne voit pas que Chimérec, gestion globale des déchets, news. Il ne sait pas trop poser son œil, il ne sait pas trop ce qu'on lui veut. Donc, ce n'est pas forcément évident pour lui de comprendre, ok, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font en fait? Tout simplement, ils font plein de choses. On comprend qu'ils sont dans la gestion des déchets. Le site, il est bien. C'est pas pour dire que le site, il est pas bien. Mais voilà, on n'est pas sur de l'expertise pure. Donc, de plus en plus, les sociétés, ça commence par les gros. Hein, on le voit. Pour ceux qui regardent un peu dans le monde du cosmétique, etc. Moi, je le vois. L'Oréal, ils ont des sites maintenant qui vont être dédiés aux cheveux. Ils vont être dédiés à la peau, etc. Parce que le site de L'Oréal, il est trop important. Donc, quand on va aller sur les réseaux sociaux, on va avoir une pub L'Oréal et on est dirigé par ce qu'on appelle une landing page. Donc, on n'a pas le site L'Oréal. On a réagi à un contenu qui parle des cheveux, typiquement, pas moi en l'occurrence. Mais donc, on va aller sur un site où on va nous mettre en avant que des shampoings. Et rien d'autre. On est dans l'univers du shampoing. Inversement, on va être dans un site où on va nous parler que de la peau. On est dans l'univers de la peau. Ben là, c'est un peu la même idée. Avec l'IA, on peut se dire, sans avoir les moyens de L'Oréal, on peut créer des parcours clients. On va diriger le client vers une activité qui va lui parler. Comment on va faire? Là, je vais faire deux choses. Réalise-moi, on va y arriver. Le script de la landing page de la société Chimérec, spécialisée dans la gestion des déchets dangereux. Je veux que tu t'adresses aux collectivités et que tu expliques en quoi la gestion des déchets dangereux est un enjeu pour la collectivité et quelles sont les solutions que Chimérec peut apporter à la collectivité. Insiste sur le fait qu'on a une expertise pour les collectivités et que nous, on est au service du bien-être citoyen, de la ville intelligente, de la ville verte, etc. Je vais régénérer. Donc là, il m'a mis un peu le texte que je lui ai demandé. Solution de gestion pour les collectivités. Il met l'intro chez Chimérec, etc. Bon, il me fait tout un script. C'est intéressant. Nos solutions adaptées aux collectivités. Très bien. Là, je vais écrire. Il prend des éléments du site. Donc déjà, voilà, c'est puissant. Il m'a fait tout un petit pitch, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Ok, c'est pas tout. Maintenant, je vais lui dire, résume-moi tout ce texte en 300 caractères. Vous allez comprendre pourquoi je lui demande ça. Et là, vous êtes sur la version ChatGPT payante? Oui, oui. 4.0. Il va y avoir des inscriptions. Je veux dire, développe un peu plus, parce que là, il a trop résumé. C'est Sébastien. Voilà, le bien-être des citoyens au cœur de nos actions, etc. Une fois qu'on a ça, ce texte-là, je vais aller dans un autre outil qui s'appelle Gamma. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, Gamma. Gamma? Si. Si. Gamma, pour créer
Donc ça sert à créer des slides, exactement, des présentations, des documents, et ça sert aussi à créer des landing pages. Donc des pages web spécifiques. C'est pas un site internet complet, il n'y a pas toutes les informations d'un site internet complet. C'est quoi, Gamma? C'est un outil, c'est un outil pour le coup de no-code. Pour produire des documents. Pour produire des documents. Je mets ça, là, donc là, je mets le texte. On part du principe. Donc en fait, on va partir du principe que. Donc moi, je suis commercial chez Chimirec. On m'a donné le secteur public. Donc je veux passer pour l'expert du secteur public avec le wording du secteur public, etc., etc. Plutôt que d'être un acteur généraliste, etc. Donc là, je mets ça, on a bien les collectivités, plaçant la sécurité et le bien-être des citoyens au cœur de nos actions. Voilà, on a un peu de wording là-dessus. Là, en fait, il va nous proposer un plan de site internet. Je peux le modifier, je peux mettre ça avant, etc. Je peux mettre plein de choses. Là, par exemple, je vais mettre des solutions de traitement et recycle. Voilà, là, je préfère parler de ça en premier. S'engager pour une ville intelligente, verte et durable. Tu dis, parle du fait qu'on... C'est un exemple, hein, je vais... les villes les plus modernes comme Amsterdam, Stockholm, allez, des trucs qui donnent envie, quoi. Ou Vancouver, tiens. Ok, là je peux choisir le style de l'image, donc je vais mettre du vert, je vais mettre green, je vais mettre smart city, truc très moderne. Ensuite, nous, pour mettre notre charte graphique, on utilise un autre outil, mais qui est moins rapide, tu as moins l'effet très rapide, qui s'appelle Unicorn Platform. Donc moi, je n'irai pas sur Gamma si je veux récupérer mes éléments, mon logo, etc. Mais j'irai sur un autre outil qui s'appelle Unicorn Platform. Tu peux utiliser Gamma et après le mettre sur un autre outil pour récupérer justement ta charte initiale. Tu peux t'en inspirer. En tout cas, ce qui est... Nous, notre fonctionnement HubAdvisor, parce qu'on crée des landing pages, on ne les fait pas sur Gamma. On commence par Gamma. On a tout l'architecture, toutes les idées, il nous a tout cartographié, etc. Même le langage, parce qu'il est fort en wording Gamma. Et après, on va sur Unicorn Platform. Et après, on joue avec. Voilà. Là, on dit qu'en fait, on joue sur plusieurs. Voilà, on joue sur plein d'IA différentes. Bah là, je vais choisir, j'aime bien quand c'est clair, je vais choisir un thème plutôt vert, puisqu'on est dans cette dimension-là. Là, on n'a même pas fini. Hop, 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 hop. Donc avant, on passait énormément de temps à trouver juste l'image, la maquette. Tu mets le site internet ici, tu fais ci, tu fais ça. Et on faisait... Et après, je vais vous montrer une fois que... En fait, ça ne s'arrête jamais le marketing. La fonction marketing, elle ne doit pas s'arrêter là. Donc là, c'est simplement pour dire, demain, je suis commercial chez Chimirec. Je contacte, je me dis, allez, je fais un petit fichier où je veux expliquer qu'on est le spécialiste de la collectivité. Je ne veux pas être associé à notre image de garage, etc. Donc non, moi, on a de l'expérience dans la Smart City et tout. Je contacte même des élus et tout. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que ça change. Quel est mon savoir-faire là-dessus. Donc là, je vais avoir... Moi, je suis toujours la maniaque des supports. Là, ça sort sur quoi, ça? En PDF. Non, mais et on peut créer un site internet. En fait, quand vous avez un nom de domaine, voilà. Non, je pense pas. Enfin, si, c'est possible. Attends, partager. Je sais plus si c'est sur Gamma ou c'est un autre truc où on peut peut. télécharger, c'est voilà. enregistrer. En fait, c'est pas. Ouais, on peut. Ça, c'est très concret. Ah ouais, y a pas de. On fait comment? Bah là, je fais ça. Là, ouais. Je vais visualiser la page. Si par exemple on veut le mettre sur un... Là, je veux
Là, en fait, par exemple, sur votre question, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une landing page. C'est pas une présentation, en fait. Donc là, on peut l'ajouter à un domaine personnalisé. Donc je connais pas par exemple, je peux créer le domaine Chimirec collectivité. Et donc la personne. Bah là, j'ai créé une landing page. Dans ce cas-là, j'irai là, par exemple, et là, c'est autre chose. Là, je peux créer avec l'IA. Ici, je peux importer, pas ici, pardon. Je vais générer. Là, je vais créer un document ou une présentation. Et à la fin, j'ai le bouton et je peux le télécharger. Vous voyez le bouton? Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait à part la lire alors? En fait, quand on retourne, voilà, on la publie, je peux rajouter un nom de domaine, ce que je dis, là, hop, on retourne ici. En fait, Valérie, c'est comme si tu mettais sur ton site email, tu publies une autre page et après tu as juste à publier dessus. C'est exactement la même chose, c'est qu'en fait, plutôt que par exemple, c'est Pascal qui s'en occupe et qui met 20 plombs à pouvoir tout réaliser, ton truc, tu le mets directement et tu as juste à... Je peux le publier en fait. Et je vais avoir un lien. C'est ça? Exactement. Et je vais avoir un lien vers le site internet. Et après, je peux l'adapter, etc. C'est un mini site internet. Et en fait, c'est utile. Les commerciaux, ils l'utilisent notamment pour faire du mailing. Spécifique. Je ne vais pas faire du mailing à toute la liste de clients de Chimirec. Donc en fait, ça, après, vous pouvez l'envoyer sur vos mails et la personne... Exact. Que ça. Voilà. Ouais, exactement. Là, si je vous montre nos outils à nous, donc là, moi, j'ai Hub Advisor, j'ai un site très... par exemple, nous, quand on fait des campagnes, on a un site très institutionnel, très grand compte, etc. C'est celui-là. En anglais, enfin non, pour le coup, c'est pas celui-là. Il est là, le site, excusez-moi. On a ce site-là. Et en même temps, ça c'est pour les grands comptes, mais on vise les TPE et les PME. Les TPE et les PME, on va pas les renvoyer vers ça, ils vont pas comprendre. Et donc eux, on leur envoie ça, les TPE et les PME. Nos formations, etc., etc. Et donc quand je fais du mailing, selon que ça soit de la TPE ou de la PME, je choisis le bon site internet. Je ne l'ai pas fait sous Gamma, ça c'est un exemple. Je l'ai fait en m'inspirant de Gamma, mais je ne l'ai pas fait sous Gamma, le site internet. Je l'ai fait avec autre chose. Mais vous voyez, en fait, l'idée c'est de se dire, j'ai des clients différents, des enjeux différents. Le mailing, ça ne doit pas être le même. Je ne dois pas les diriger vers les mêmes pages. Je vous donne juste un exemple pour vous dire, voilà, ça ne s'arrête jamais. Avant, on aurait passé énormément de temps à, typiquement, juste créer un document, un deck, une landing page, voilà, tu mets telle photo, etc. On perd beaucoup de temps. Maintenant, on va beaucoup plus vite. Ça nous permet quoi? Ça nous permet, nous, de faire ce que j'appelle des Hub Stories. Donc, sur la page LinkedIn de Hub Advisor, je fais de la vidéo, je fais des choses. J'ai le temps, en fait, maintenant. Indépendamment de la vidéo, voilà, je vais créer d'autres contenus pour créer ma marque. Là, dans les 52 personnes, y a des gens que je connais, etc. Bon, il y a des amis, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a aussi lui, Pierre Le Stinf, qui est Lead Enterprise Architect chez Thales, qui a liké ma vidéo, que à la base, je connais pas plus que ça. Donc, quand on a créé du contenu, on va sur LinkedIn, on rappelle quelqu'un de chez Thales, on arrive à le contacter soit à travers les réseaux sociaux, soit au téléphone. Monsieur Le Stinf, bonjour, c'est Hub Advisor, je ne vous connais pas. Ça vous parle peut-être les vidéos sur le Pace Layer qu'on a fait sur LinkedIn? Ah oui. Vous êtes OK pour prendre un rendez-vous? Et ça nous fait un rendez-vous chez Thales. Ce qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Donc avec l'IA, etc., on peut faire beaucoup plus de choses. C'est une question d'optimisation. Il faut savoir, optimisation, et après il faut savoir quand je l'utilise, pourquoi je l'utilise. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par la stratégie. C'est quoi la stratégie? C'est quoi nos cibles? C'est quoi nos personas, etc. Comment on les approche? Quel est le contenu qu'on va créer? L'IA peut être un accélérateur. Mais pour accélérer, il faut savoir où est-ce qu'on va, en fait, pour la direction. Donc c'est pour ça qu'on revient au fait que l'IA, elle ne remplace pas l'humain. Si vous n'avez pas la vision sales, marketing de votre organisation, oui, ce n'est pas l'IA qui va changer quoi que ce soit. Il faut d'abord avoir cette vision-là, comprendre comment vous pouvez générer plus de leads, plus de clients. Et une fois que vous avez cette vision-là, vous l'avez posée, vous allez aller beaucoup plus vite avec l'IA. Et dernier point, et je pense que je vais finir là-dessus, parce que le temps il passe, ce qu'on fait avec l'IA,
Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, grâce à l'IA, maintenant, tu peux contacter 1000 personnes en une semaine. » Donc, en résumé, de la quantité. Donc là, ce que j'ai voulu démontrer, c'est qu'avec l'IA, paradoxalement, on allait faire plus de qualité. Parce qu'on allait cibler mieux les personnes, on allait mieux poser notre discours, on allait avoir de meilleurs personas, etc., etc. et créer des contenus de plus en plus pertinents par rapport à votre question. Donc oui, Gamma App, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Par contre, la vidéo là, que je viens de publier, etc., qui est très concrète sur un sujet qui fait réagir même des gens de Thales, etc. Non, là, c'est pas l'IA qui m'a donné le script. C'est voilà, mon expérience, mon vécu, l'IA peut aider, mais c'est pas l'IA qui va remplacer l'humain. Est-ce qu'on peut imaginer du coup des IA qui vont générer des propositions pour des clients et des IA qui vont analyser les propositions pour l'acheteur et qui vont communiquer entre elles? Potentiellement, c'est le cas. Mais en tout cas, est-ce que l'IA peut... Je reste sur le premier point que vous avez dit. Ouais. L'IA qui va faire des propositions commerciales. Moi, je suis commercial, j'ai mis des fois, je mettais même 2 jours pour faire une propale. Ah, il faut mettre ci, l'executive summary, et nanani, et nanana, ça prend un temps fou. Ça, c'est terminé, ça. Avec Gamma App, vous mettez le CR, le fameux CR que j'ai eu. Ok, je veux que tu parles de ci, je veux que tu parles de ça. Et vous créez la propale, mais en 1 heure de temps, c'est plié, quoi. Ciblé pour tel ou tel. Donc, pour ceux, je sais, il y a des gens il y a un patron que j'ai rencontré récemment, il me dit, des fois, j'ai mes commerciaux, ils me disent, ça fait 2 jours qu'ils sont sur une propale. Ouais, c'est plus possible. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, c'est plus possible. Ça y est, on est dans une ère où on jongle d'une application à une autre et vous le faites tous, tout le monde le fait déjà naturellement. Est-ce que dans le monde professionnel, on va basculer là-dedans? Oui, est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est pas vraiment un problème. Tu vois, j'ai même pas le sentiment de perdre trop de temps ou quoi que ce soit. Ouais, par contre, tu payes beaucoup plus, du coup, c'est... Ah là, en termes de finances, je sais pas si tu payes beaucoup plus, mais c'est une autre façon de payer. Ouais. Déjà, tu passes d'un monde CAPEX à un monde OPEX, ça c'est sûr. Tu n'as que des abonnements, etc. Tu as des trucs des fois que tu payes, moi je me rends compte, qui ne servent à rien. Faut traquer. Ah non, cet outil-là, je l'utilise une fois dans l'année, ça ne sert à rien. C'est mieux que... Voilà. Il y a de la discipline à avoir, il y a plein de trucs à avoir, etc. Tu peux prendre un abonnement pour 1 mois, par exemple, pour faire un truc, et après on a fini. Ouais, tu arrêtes, tu as plein de best practices comme ça. Et en conclusion, donc nous, on est société pour les gros de conseils, etc. sur l'utilisation de la data, de l'IA, et puis du digital de manière générale. Pour les PME, notamment, on a une formation qui est finançable puisqu'on est Calliope. Donc, nos derniers clients, ils ont payé la formation, mais ils ont eu un reste à charge très souvent égal à 0 sur l'IA pour les équipes, notamment pour la fonction sales et commercial. On parle de la stratégie commerciale des équipes. On rebooste un peu les commerciaux aussi, ça fait partie du jeu. Donc, n'hésitez pas. Et pour les responsables informatiques aussi, on a des sujets. On travaille historiquement sur la partie conseil avec les DSI, les responsables DSI. Donc c'est quand même notre cœur de métier à l'origine. Donc voilà, vous savez tout. Si vous avez besoin d'aller plus loin, moi je suis encore. N'hésitez pas. Même je peux vous donner voilà, je peux vous donner la carte. Ok, très bien. N'hésitez pas.